90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Patrick Martin-Genier, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'Europe. Bonjour Patrick, Bonjour. Merci d'être avec nous dans l'émission. On va se poser cette question aujourd'hui. À quoi va ressembler notre hiver en Europe? Déjà, faisons un point de situation. Il y a ce conflit toujours en Ukraine avec la Russie. On en est où? On peut faire un point de situation peut-être? Oui, c'est une situation qui s'éternise. Hélas, on voit bien aujourd'hui que la situation est quand même très difficile sur le front. On reste dans le cadre de cette fameuse guerre d'attrition, c'est-à-dire chacun défend ses intérêts. Et on semble remarquer du côté ukrainien, c'est vrai, une situation, disons, des gens qui sont héroïques, qui sont là, mais quand même une certaine lassitude, une certaine fatigue dans le recrutement des effectifs. On le voit bien ces dernières semaines, alors que nous abordons l'automne. Ouais. Donc une période qui risque encore d'être très délicate et pendant laquelle il va être assez difficile de progresser sur le front. On n'en voit pas la fin, on est d'accord. Non, et tout le monde s'inscrit dans cette durée. Oui. Les Américains en premier lieu, dont on voit qu'ils sont très très hésitants sur la livraison de missiles à longue portée, qui donne normalement un avantage considérable, et naturellement la Russie également, qui s'inscrit dans un conflit de longue durée et qui a des capacités de recrutement supplémentaires. Manifestement, tout le monde se projette en 2024 dans cette guerre. Oui, c'est ça. On a... Juste sur cette guerre, oui, Jean-Marc. Pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie des Ukrainiens qui cherchent à provoquer une révolte de l'armée russe. C'est-à-dire, ils tuent des officiers systématiquement. Ils viennent encore de détruire l'état-major de la flotte russe à Sébastopol. Leur objectif, quand on analyse ce qu'ils racontent, c'est de faire en sorte que l'armée russe se révolte contre, que l'armée russe subissant les... Qu'il y ait des mutineries ? Une sorte de mutinerie des officiers et des dirigeants. Écoutez, on va pas continuer à se faire massacrer pour rien. Oui. Et donc, ce qu'ils cherchent, c'est le coup d'État à Moscou, parce que je pense qu'effectivement, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à se défaire de cette guerre tant que l'équipe dirigeante actuelle sera au pouvoir. Donc ils cherchent à provoquer une réaction. Alors je ne sais pas s'ils y arriveront. Là, ils ont quand même frappé fort à Sébastopol. Ils ont détruit un général et puis plusieurs officiers. Tout à fait. Une trentaine d'officiers supérieurs ont été tués, dont le chef du commandement naval de la mer Noire. C'est considérable. Cela a eu un effet psychologique, mais en termes d'armement, il a été détruit par un Storm Shadow britannique, ce qui veut dire que c'est un missile de longue portée et que si effectivement l'Occident, l'OTAN continue à fournir ces missiles et il y a urgence, cela peut donner effectivement un avantage stratégique à l'Ukraine. On en est là sur ces sujets. La Pologne fait parler d'elle depuis plusieurs jours. Elle fait le choix d'arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. Ça peut changer la face de ce conflit ? Je ne pense pas. Alors, premièrement, la Pologne est en campagne électorale. Oui, donc, on voit bien qu'il y a toujours un sentiment xénophobe qui ressort parfois en Pologne vis-à-vis des Ukrainiens, vis-à-vis d'autres, des Allemands même. Et donc, là, ils sont dans une optique un peu nationaliste et populiste. Pourquoi ? Parce que le parti PiS au pouvoir a besoin des votes encore plus extrêmes à droite. Et donc, ce sentiment nationaliste, anti-ukrainien peut ressortir, mais également le vote des agriculteurs qui est essentiel dans le sud-est de la Pologne, puisque vous savez que la Pologne ne voulait pas que les céréales ukrainiennes continuent à traverser ce pays. Voilà, exactement. Elles ne pourraient plus être vendues sur le sol. En effet, pourtant, c'est une volte-face totale. La Pologne a été très applaudie, entre guillemets, par le reste de l'Europe au début du conflit. Là, à des fins électoralistes, ça peut quand même changer. Peut-être... la politique de l'Europe ou la vision qu'a l'Ukraine de l'Europe dans ce conflit ? Disons que l'Ukraine s'aperçoit de plus en plus qu'il y a effectivement des réticences à une intégration rapide, parce qu'on dit la Pologne, c'est vrai, c'est tout à l'honneur de ce pays d'avoir aidé considérablement les Ukrainiens. Plusieurs millions d'Ukrainiens sont passés par la Pologne, l'accueil. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'il va falloir rentrer dans le dur des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne, on peut penser que les Polonais seront très durs sur les conditions, parce qu'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est une politique agricole commune complètement refondée qui ira nettement moins aux agriculteurs polonais, français et autres. Donc c'est une vraie difficulté. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on facilite l'adhésion de l'Ukraine dans l'Union européenne. Jean-Marc ? Oui, je pense qu'effectivement c'est assez important l'attitude de la Pologne. D'ailleurs, Zelensky s'est rendu à Varsovie pour essayer de s'expliquer avec les dirigeants polonais. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des élections. Il y a des élections aussi en Slovaquie dès la semaine prochaine, avec un parti qui est donné plus ou moins
vainqueur. En fait, les deux partis sont au coude à coude. Et le parti, le Smer, qui est un parti nationaliste de gauche, enfin c'est un parti assez bizarre, il développe sa campagne en disant il faut arrêter de soutenir l'Ukraine. Le véritable problème pour nous, c'est la minorité hongroise qui joue pas le jeu. Budapest a réagi en disant si les Slovaques le prennent comme ça, nous on va leur demander des droits pour notre minorité hongroise. Donc au sein même de l'Europe, il y a des tensions qui sont en train d'apparaître, qui sont des tensions que le projet européen aurait dû évacuer. Et la deuxième élément alors il y a des élections au Luxembourg aussi, je pense pas que ça joue beaucoup. Et aux Pays-Bas aussi, bientôt. Et alors il y a des élections aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, c'est des pays qui sont un pays clé. Et puis il y a le fait que le pays qui est président de l'Union européenne, qui est l'Espagne, a un gouvernement d'intérim et n'arrive pas à constituer une majorité. Donc je trouve que l'hiver s'annonce sur le plan purement institutionnel un peu inquiétant. C'est-à-dire l'enthousiasme européen n'est pas au rendez-vous. Enfin, que l'Espagne considère que le seul enjeu c'est de mettre le basque et le catalan à l'ordre du jour du Parlement européen pour pouvoir constituer une majorité. Je veux dire, il y a un esprit européen qui est en train de se défaire en ce moment et je trouve ça un peu inquiétant dans les quelques mois qui viennent. On va quand même revenir très vite parce que le temps nous est compté sur les conséquences économiques, sur l'hiver qui se prépare pour l'Europe. Est-ce que les pays européens se sont finalement suffisamment organisés, Patrick, pour déjà ne plus être dépendants comme l'année dernière au niveau énergétique? Oui, tout à fait. En s'agissant du gaz, par exemple, les cuves sont pleines à plus de 90%. L'Europe et la Commission européenne est en voie de transition écologique, de préservation de nos ressources, notamment pétrolières et en termes de gaz. Nous sommes nettement moins dépendants qu'il y a un an du gaz russe, dont les exportations ont considérablement diminué. Et la Russie est elle-même en difficulté, d'ailleurs, en interdisant certaines exportations vers l'Europe pour des motifs intérieurs. Oui, l'Europe a fait ce qu'il fallait pour mieux protéger les consommateurs, à tel point que les prix se sont stabilisés. Voilà, ça doit se voir sur les prix, effectivement. Bien sûr, ça va se voir sur les prix, avec des prix, je crois, aux alentours de 34 € le mégawatt du gaz. Donc, donc c'est quelque chose d'assez important qui montre bien que l'Europe a su relever le défi de l'indépendance énergétique, mais bien évidemment, nous ne sommes pas à l'abri d'un accident. On voit bien aussi que certains pays tels que la Hongrie, la Bulgarie, ce sont des pays qui préservent leur indépendance en ayant tendance à préserver leurs relations avec la Russie et les gazoducs en particulier. Donc effectivement, mais je crois que nous sommes en bonne voie de transition énergétique. Il faut continuer, mais je crois que les chefs d'État et de gouvernement avaient bien réagi il y a un an lors du déclenchement de cette guerre. Ça nous a fait avancer en tout cas beaucoup plus vite que sans ce conflit Absolument. Sur ces questions. À toute chose, malheur est bon, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a une vraie réflexion à mener sur notre indépendance énergétique, mais sur d'autres sujets également. L'indépendance en termes industriels, en termes de médicaments, l'Europe de la santé. Tout ça, ce sont des défis qui vont s'ouvrir pour l'Europe après cette guerre en Ukraine, si elle se termine assez rapidement. Dans la mesure où chaque pays ne se referme pas trop sur ses propres problèmes. À Bratislava, à Budapest ou à Madrid, on comprend que l'Europe, c'est un enjeu et pas uniquement une contrainte. C'est ça. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, d'être venu nous voir, professeur à Sciences Po et spécialiste de l'Europe. À très bientôt.